Le siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a été inauguré ce matin en présence du chef de l'État. Avec ce nouvel édifice, le secteur privé ivoirien se dote d'atouts nouveaux et modernes pour assumer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique. Une maman met au monde des bébés siamois dans une clinique à Cocody-en-Gré. Les fillettes sont nées dans des conditions difficiles et leur prise en charge médicale demande beaucoup d'argent. Mais les parents très jeunes n'ont pas les ressources financières suffisantes. Ils appellent à l'aide. Et en sport, en Guinée, une sensibilisation sur le virus Ebola tourne au drame. 7 personnes, dont des journalistes, ont été tuées par des villageois. Les autorités guinéennes ont ouvert une enquête pour en savoir davantage sur les circonstances de ce drame. Et en sport football, ce dimanche 21 septembre aura lieu la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération au stade Champrou de Makori. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Le siège de la CGC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, situé au plateau, a été inauguré ce matin. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a souligné qu'avec ce nouvel édifice, le secteur privé ivoirien se dote d'atouts nouveaux et modernes pour assumer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique et de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Le reportage de Viviane Aïmer. Le patronat ivoirien a désormais son siège, un bâtiment tout neuf de 4 étages avec mezzanine, planté fièrement en plein cœur du plateau. Baptisé la maison de l'entreprise, l'acquisition du terrain et sa construction ont été entièrement financées par la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est avec une légitime fierté que le président Jean Kakou Diagou, à la tête de la CGC depuis 9 ans, a présenté au président de la République cette belle réalisation en ces termes. C'est un bâtiment dur comme du roc, inusable comme du diamant. Tout un symbole pour traduire l'ambition de la CGC et de son président de faire du secteur privé ivoirien un instrument véritable pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette maison est l'affirmation d'un engagement dur comme du béton et inusable comme le diamant. Cet engagement, Excellence, est celui d'être l'incontournable acteur de l'émergence de notre pays. Sûr que d'ici, Monsieur le Président de la République, de la dalle de cette maison que nous avons construite à quelques mètres, la présidence de la République, nous voyons avec vous notre pays emprunter le chemin de la croissance et du développement. Avec vous, d'ici, nous voyons cette Côte d'Ivoire dans laquelle le nombre de chômeurs est réduit, parce que les Ivoiriens capables de produire de la richesse sont au travail. Avec vous et d'ici, nous voyons cette Côte d'Ivoire dans laquelle le niveau de chaque citoyen lui permet de vivre convenablement. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette Côte d'Ivoire que vous rêvez, nous la bâtirons avec vous. Ce siège que le président de la République a été invité à inaugurer ce vendredi 19 septembre par la coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque inaugurale abrite les bureaux de la CGC et comporte aussi un centre de formation et de renforcement de capacités où seront dispensées des formations qualifiantes destinées aux entreprises de Côte d'Ivoire. Le président de la République a félicité le président Diagou et le secteur privé ivoirien pour son implication constante dans la bonne marche de l'économie nationale. L'émergence à l'horizon 2020 repose en grande partie sur un secteur privé fort. Or, a déploré le président de la République, face aux défis de l'émergence, le secteur financier en Côte d'Ivoire reste encore en déphasage. Les banques ne contribuent pas encore au financement de l'économie. Les PME sont au cœur de la croissance économique, comme l'ont pleinement démontré les pays émergents dans le monde. Mais sans financement adéquat, la croissance des PME est ralentie.
Tout comme le sang qui irrigue le cœur, le crédit bancaire doit irriguer notre économie. La grande majorité des entreprises en Côte d'Ivoire sont des PME, pratiquement 90%. Cependant, lorsqu'on se réfère aux différentes études sur les PME, il ressort que plus de 70% de celles-ci accèdent difficilement au financement, notamment au crédit à moyen et long terme. En Côte d'Ivoire, le constat est clair. Le secteur financier ivoirien ne contribue pas encore suffisamment au financement de l'économie nationale. L'activité économique ivoirienne peine à trouver des financements à long terme et à des coûts raisonnables, ce qui représente un frein à l'activité économique. J'appelle donc le secteur bancaire à redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour préserver l'image de la Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui un pays frontière et candidat à l'émergence selon le Fonds monétaire international. Je voudrais souligner que le crédit bancaire est essentiel à une activité florissante des PME. Profonde estime entre deux hommes mus par un même esprit de bâtisseur, le président de la République a demandé au président Jean Kakou Diagou en fin de mandat de demeurer encore une année à la tête de la Confédération. Au palais présidentiel ce vendredi, l'ambassadeur de l'État de la Palestine est allé faire ses adieux au président de la République. Le diplomate palestinien est en fin de mission. Il a passé 8 années en Côte d'Ivoire. On retrouve Viviane Aïmé. L'État de la Palestine a un ambassadeur en Côte d'Ivoire depuis 8 années et demie. Arrivé en fin de mission, son Excellence Awad Yaklef est venu faire ses adieux au président de la République. Ce n'est qu'un au revoir, a signifié l'ambassadeur palestinien. J'ai tenu à exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les 8 ans et demi que j'ai passé dans son beau pays, qui est la Côte d'Ivoire, et être adopté par mes frères ivoiriens pendant 8 ans et demi. Et avec tout le soutien que j'ai reçu de Monsieur le Président, de son gouvernement et de peuple ivoirien pour la cause palestinienne. Et je tenais à le remercier 1000 fois pour ça. Aussi, je lui ai transmis l'amitié et les salutations fraternelles du président Mahmoud Abbas et du gouvernement palestinien et du peuple palestinien. Ce n'est pas sans pincement au cœur que je quitte votre beau pays, mais je crois que celui qui boit de l'eau de la Côte d'Ivoire revient toujours. Le RDR se prononce sur l'appel du président du PDCI à soutenir la candidature unique du président de la République en 2015. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, réagit après cet appel. Ses impressions ont été recueillies hier au siège du RDR à Cocody par Maïsako. Le combat de la candidature unique, nous pensons que la déclaration du président Bédi a abouti. Maintenant, le nouveau combat que nous engageons, c'est celui de la réélection. Mais la réélection, nous en sommes presque sûrs. Mais c'est mobiliser les Ivoiriens, leur demander de sortir massivement pour aller élire le président Alassane Ouattara, qui a besoin de cela et qui mérite aussi cela, au vu de grands chantiers, au vu de l'ampleur de la modernisation qu'il est en train d'introduire dans notre pays. Il a besoin, il mérite d'être élu massivement, mais alors massivement avec une majorité écrasante des Ivoiriens l'année prochaine, et faites-nous confiance en relation avec nos amis du RHDP, c'est cet objectif-là qui sera atteint. Et cette réaction du secrétaire général par intérim du RDR a été recueillie pendant sa rencontre avec les secrétaires nationaux du parti. Hier, au siège du RDR, à la rue Le Pic, le secrétaire général par intérim est revenu sur la mission assignée aux secrétaires nationaux du Rassemblement des Républicains. On en sait plus avec Maïsako. Échange ce jeudi entre le secrétaire général adjoint du RDR, le Rassemblement des Républicains, et les secrétaires nationaux thématiques du parti.
une séance de travail pour donner les grandes orientations de leur mission. Nos secrétaires nationaux, à la faveur de cette restructuration, sont issus de milieux divers, de milieux professionnels divers et de compétences diverses. Ce sont de très grands cadres qui assument de très hautes responsabilités dans le pays. Et naturellement, il leur a été indiqué, de par leurs compétences, leur expérience, de nous faire des propositions, d'aller très loin dans ces propositions-là, toutes choses qui doivent permettre au RDR d'impacter la société ivoirienne. Nommés le 5 août dernier, les secrétaires nationaux thématiques au nombre de 57 se veulent les pendants des différents ministères. Leur mission consiste essentiellement à soutenir les actions du gouvernement. La vision que nous avons suite à cette rencontre en tant que secrétaire national au foncier, c'est que le foncier ivoirien doit servir de support de développement inclusif du pays pour une Côte d'Ivoire émergente. Si vous arrivez aujourd'hui dans la région de Tongon, Berniélé, vous vous apercevez que la plus grosse mine de Côte d'Ivoire a été réalisée par le président Alassane Ouattara, avec bien sûr sa politique de développement et son projet de société. Dans les prochains jours, une rencontre entre le secrétaire général par intérim du RDR et les secrétaires nationaux thématiques va permettre à ces derniers de connaître leurs points focaux au sein du gouvernement. À 2 jours de l'élection du président du Rassemblement des jeunes républicains, les actions en vue de garantir la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 se poursuivent au RDR. Nous sommes à J-1 du congrès du Rassemblement des jeunes républicains. Demain samedi, donc, les jeunes du RDR vont élire leur nouveau président. Mais quelle est l'organisation mise en place pour assurer le succès de ce congrès? Quels sont les enjeux? Éléments de réponse avec Ahmed Traoré et Hamza Diaby. Qui succédera à Karamoko Yayoro à la tête du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains? La réponse ce dimanche à l'issue du congrès qui s'ouvre ce samedi 20 septembre. Le président du comité d'organisation, Yves Conan, situe les enjeux de ce congrès. Dans 13 mois précisément, la Côte d'Ivoire connaîtra les prochaines élections présidentielles. Le Rassemblement des républicains a estimé qu'il était bon de mettre ces structures spécialisées en mission de remobilisation. Et donc le congrès du Rassemblement des jeunes républicains s'inscrit dans ce cadre. Ce congrès est convoqué pour que les jeunes réfléchissent sur l'avenir de leur parti, pour qu'ils se désignent un nouveau président. Ce congrès procédera également à l'élection des 2 commissaires aux comptes du RJR. Le président du comité d'organisation rassure quant à la transparence du scrutin. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos militants, particulièrement nos 29 candidats. Tout au long de l'organisation de ce congrès, nous avons eu de nombreuses rencontres. Toutes les étapes du processus leur ont été expliquées. Les unes seront transparentes. C'est un bulletin unique qui sera utilisé. L'ensemble des participants donc au scrutin seront mobilisés dans la salle du vote. Et donc le déroulement de ce vote-là se fera en présence de tous. Ce sont environ 3500 congressistes qui choisiront parmi 29 candidats le président du RJR. Sont attendus à ce congrès les présidents des jeunesses des partis membres du RHDP et ceux de l'opposition. Également un représentant du PDS, le Parti démocratique du Sénégal. Nommé à la commission électorale indépendante, Gervais Koulibaly n'est plus en droit d'assurer la présidence de son parti politique CAP-UDD, CAP Uni pour la démocratie et le développement. Il a donc passé le relais à Laurette Bouette, désormais présidente intérimaire de ce parti. La passation des charges s'est déroulée cette semaine. Témoin Ben Touré, Hamza Diaby. Gervais Koulibaly quitte la tête du CAP-UDD, en tout cas pour le temps qu'il passera au sein de la commission électorale indépendante, où il dit être pour accomplir une mission, celle de veiller au grain pour que le moment venu, la vérité des urnes soit dite. Que chacun travaille comme il se doit pour gagner les élections. Je promets, au nom de mon parti, au nom de la Ligue des mouvements pour le progrès, que celui qui gagne, on le déclarera vainqueur. Mais celui qui perd, on le déclarera perdant. C'est le rôle de la CEI. C'est ma mission, c'est pour cela que je vais à la CEI, c'est pour cela que je vais, pendant quelques années, me taire pour faire ce travail.
Gervais Koulibaly part momentanément du CAP-UDD. L'intérim assuré par Laurette Boété se fera dans la continuité de l'action. Avec tous, Monsieur le Président, je continuerai, nous continuerons plutôt l'implantation du parti tant sur le plan national que sur le plan international. Et ensemble, nous réussirons, car rappelez-vous que nous sommes une goutte, mais n'est pas n'importe laquelle. Et nous savons faire tâche d'huile. Créé en septembre 2011 pour œuvrer à l'union des Ivoiriens par un dialogue permanent avec le pouvoir, le CAP-UDD compte 2 députés, un maire, un vice-président de conseil régional. Le parti entend œuvrer pour faire beaucoup mieux aux élections prochaines. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a commémoré aujourd'hui 19 septembre le 12e anniversaire du décès du général Robert Guéhi. Le général a trouvé la mort le 19 septembre 2002. Cela fait donc 12 ans qu'il a quitté ce monde. Sa famille politique, l'UDPCI, a organisé une cérémonie en sa mémoire et c'était en présence d'Hamza Diaby. 19 septembre 2002, 19 septembre 2014, cela fait tout juste 12 ans que le général Robert Guéhi a été assassiné à Abidjan. Aujourd'hui, comme chaque année à cette même date, son parti l'UDPCI se souvient, prie et sensibilise à la paix et la cohésion. Nous organisons la cérémonie pour se retrouver et échanger, nous souvenir de lui et prier pour que vraiment Dieu puisse avoir pitié de lui et qu'il le trouve dans sa céleste cité. Et c'est aussi l'occasion de faire en sorte que, bien que nous soyons en deuil tous les jours, nous devons contribuer à la réconciliation, nous devons contribuer à l'apaisement, nous devons contribuer à la cohésion au niveau de la nation. En ce jour de grande tristesse et de recueillement, les militants de l'UDPCI espèrent toujours que la lumière sera faite sur la mort du fondateur de leur parti. Les militants UDPCI poursuivent la mobilisation pour honorer la mémoire de Robert Guéhi, convaincus que c'est dans l'organisation, l'abnégation au travail et l'engagement à la lutte que la bataille sera gagnée. Ainsi se referme la page politique de cette édition. Dans l'actualité également ce soir, le deuxième passage de la vaccination contre la poliomyélite dans le district d'Akoupé, Yakassé à Tobrou. La campagne s'est déroulée cette année à Abongwa, chef-lieu de sous-préfecture. Les parents ont été invités à faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans. Le récit de Thérèse Tapeyouboui. Abongwa est situé à 42 km du chef-lieu de la région de Lamé, à Zopé. Cette sous-préfecture compte 4800 âmes, 3 gros villages et 5 campements. C'est cette sous-préfecture qui a abrité cette année le lancement du deuxième passage de la vaccination contre la poliomyélite dans le district d'Akoupé, Yakassé à Tobrou. Plus de 7100 agents vaccinateurs sont mobilisés pour cette opération. Les responsables de la santé invitent les parents à ouvrir leurs portes aux agents vaccinateurs qui passeront dans leur domicile pour donner les gouttes aux enfants de 0 à 5 ans. Ils conseillent aux mamans de ne pas cacher leurs enfants pour leur propre bien. Le sous-préfet de la localité se joint également aux responsables de la santé par des conseils aux mamans, non sans avoir sensibilisé les populations sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Les faits se déroulent dans une clinique à Cocody-Angré. Une maman met au monde des bébés siamois. Les fillettes sont nées dans des conditions difficiles et leur prise en charge médicale demande beaucoup d'argent. Mais les parents, très jeunes, n'ont pas les ressources financières suffisantes. Ils appellent donc à l'aide. Franck Quadio les a rencontrés. Jeudi 18 septembre, dans cette clinique de la commune de Cocody-Angré, Bienvenu, jeune homme de 26 ans, est inquiet. Il est père depuis 24 heures de jumelles siamoises, c'est-à-dire de jumelles fusionnées. Dans leur couveuse, les 2 fillettes sont sous assistance médicale et leur état est jugé stable. Mais jusqu'à quand? C'est l'inquiétude des parents. Le père, jeune apprenti couturier, n'a pas les ressources financières pour gérer la situation. J'ai appris la nouvelle à 2 heures du matin. Et moi, je suis arrivé à Angré à 5 heures du matin. Donc, dès que je suis arrivé, on m'a annoncé la nouvelle. Ça m'a dépassé. Avec les mêmes moyens qui nous sont à disposition, on avait déjà fait les premiers soins.
Mais à l'heure actuelle, c'est encore plus compliqué. La mère était vraiment dans le coma. Le souhait partagé, la possibilité d'une opération chirurgicale pour une éventuelle séparation des deux fillettes. Dans cette prise en charge, il faudrait que beaucoup de personnes de service interviennent. Il faut d'abord voir les organes qui sont unifiés et voir si on peut les détacher pour que chaque bébé ait au moins ses organes au complet. Donc ce n'est pas une tâche facile. Il faut assez de moyens pour pouvoir le faire. Mais le problème, c'est que pour parents biologiques et le reste de la famille, les ressources sont limitées. Ils appellent donc à l'aide. Il y a eu déjà un cas où l'État de Côte d'Ivoire a permis que les enfants partent en Europe pour qu'on puisse aller les séparer. Donc vraiment, nous crions un cri de cœur pour que la nation de Côte d'Ivoire, tout le monde nous vienne en aide. Ma fille, elle est tout pour moi. Aujourd'hui, elle a eu ces problèmes-là. Je voudrais dire au gouvernement de venir nous aider. Une aide qui urge pour redonner aussi le sourire à la mère, Afoué Léontine, 23 ans, qui est sortie du coma dans lequel elle était plongée quelques heures après les difficiles conditions d'accouchement dans la nuit du 17 septembre. Les bébés siamois, comment comprendre ce phénomène? Comment se forment les siamois dans l'embryon ovulaire? Ou si vous voulez encore, comment s'effectue la séparation de ces jumeaux et sous quelles conditions? Élément de réponse avec Franck Quadio. Liés l'un à l'autre comme une seule personne, c'est la particularité des jumeaux siamois. De source médicale, cette anomalie peut être classée au rang des pathologies. Et il est possible de séparer des frères siamois. La preuve, la première opération réussie a eu lieu en 1689 sous le Second Empire en Europe. Mais une préoccupation demeure, comment se forment donc les jumeaux siamois? La fonction de vrais jumeaux survient très tôt dans le développement de l'embryon, quelques jours seulement après la fécondation. Si la séparation entre les deux embryons n'a pas rapidement lieu, une fusion plus ou moins importante apparaît. Dans le cas des jumeaux fusionnés, cette séparation incomplète a généralement lieu entre le 12e et le 16e jour après la fécondation. Pour ce qui concerne donc la séparation, c'est une opération risquée et complexe. Il n'est pas rare que l'un ou les deux sujets décèdent au cours ou après l'opération, mais tout reste envisageable, sauf pour les cas de siamois n'ayant pas chacun un cœur ou liés par la tête. À noter cependant, les cas de naissance de frères siamois ne sont pas légion. La fréquence mondiale est de une naissance possible sur 100 000. Cette naissance peut cependant être détectée par un bon suivi de l'examen prénatal. Voilà, c'était un récit de Franck Quadio. Les élèves de l'école primaire publique de Kouté Village ont reçu 1000 kits scolaires hier. Un geste de Jumia, c'est une structure de commerce en ligne. L'objectif de ce don est de soutenir les parents dans la formation de leurs enfants, nous explique Serge Gongomé. Lueur d'espoir pour les élèves de l'école primaire publique de Kouté Village et leurs parents, des kits scolaires et des sacs d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'est le don fait aux élèves de l'établissement par l'entreprise Jumia, une structure de commerce en ligne. Coût du don, 4 millions de francs CFA. Les responsables de cette entreprise entendent contribuer ainsi aux efforts de formation des élèves et de développement en Côte d'Ivoire. Pour les communautés villageoises et éducatives, ce geste attend soulagement. C'est la toute première fois que nous recevons des kits ici à l'école primaire publique de Kouté Village. Et donc ça nous fait plaisir, très grand plaisir, dans la mesure où c'est la rentrée et ces kits-là sont les bienvenus. Depuis des années, le gouvernement fait des dons de kits et cette fois c'est une organisation, une structure privée pour dire que la vision est en train de prendre. Et cela nous encourage parce que nous pensons qu'ici, cet acte de soutien aux parents peut être pérennisé avec l'apport d'autres structures. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Yopougon-Kouté, Jules Mbesso Ndoa, a saisi l'occasion pour appeler les villageois à adopter un comportement citoyen en mettant fin à la transformation de l'établissement en dépotoir et hôtel de passe les nuits.
Quant à l'entreprise bienfaitrice, elle promet de poursuivre ses actions en faveur des élèves dans d'autres établissements. Un salon international de recrutement dénommé Afrique Talent se tient en ce moment au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Cette rencontre, appelée donc Forum de recrutement 2014, réunit plusieurs sociétés de différents pays. Ces entreprises sont à la recherche de talents pour répondre aux défis de performance et de compétitivité. La RTI prend part à ce salon qui se poursuit demain, toujours au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Le reportage de Serge Gongomé vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Loin de la Côte d'Ivoire, en Guinée, une sensibilisation sur le virus Ebola tourne au drame. 7 personnes, dont des journalistes, ont été tuées par des villageois. Les autorités guinéennes ont ouvert une enquête pour en savoir davantage sur les circonstances de leur mort. En Guinée, une campagne de sensibilisation contre Ebola tourne au massacre. 8 personnes venues informer les habitants de Nzérékoré sur le virus ont été tuées à coups de pierre et de bâton. La population les accusait de vouloir les tuer avec Ebola, une maladie inventée selon eux par les Blancs pour tuer les Noirs. Réaction choquée des autorités guinéennes. Le gouvernement condamne avec la plus ferme énergie l'assassinat de citoyens guinéens. Les résistances locales et le déni face à cette maladie très meurtrière rendent parfois difficile la lutte anti-Ebola. La sensibilisation est pourtant vitale alors que le virus a déjà fait plus de 2600 morts en Afrique. Les Écossais disent non à leur indépendance par référendum. Le non l'a donc emporté hier sur le oui, plus de 55% des voix, des résultats qui déterminent clairement que les Écossais veulent rester dans le Royaume-Uni. Cette décision satisfait Londres. David Cameron promet plus d'autonomie à l'Écosse qui est dans le Royaume-Uni depuis 307 ans. Et puis la France a mené aujourd'hui ses premières frappes contre les positions de l'État islamique en Irak. Le président François Hollande a assuré que la France ne fournirait que des moyens aériens. Il n'y aura donc pas de troupes au sol. Un débat sans vote sur cette guerre de la France en Irak est prévu mercredi à l'Assemblée nationale à Paris. Ajoutez que c'est la 3e fois que l'État français intervient en Irak depuis 2011. Et en sport football, sachez que dimanche 21 septembre se jouera la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Ce aura lieu au stade Champrou de Makori, c'est ici à Abidjan. Et c'est terminé. Après les épopées glorieuses de la SEC de l'Africa Sport sur la scène nationale et continentale, le football ivoirien est en train d'écrire de nouvelles pages avec les succès du Siwi Sport de San Pedro. 3 fois championne de Côte d'Ivoire, l'équipe de Jeanne-Marie Demondé est une habituée des Coupes africaines. Rétrogradée cette saison en C2, Coupe de la Confédération, après son échec en Ligue africaine des champions, le Siwi Sport est sorti 2e de la poule B. Une place qui lui vaut de disputer pour la première fois de son histoire les demi-finales d'une Coupe africaine. Aujourd'hui, l'équipe semble avoir atteint la maturité, ce qui motive ses ambitions. Ces garçons-là, depuis 2 à 3 ans, ils sont sur la scène africaine, en train de se forger un mental, de connaître toutes les meilleures équipes africaines. On a fait venir le TP Mazembe ici, on a fait venir l'Étoile du Sahel, on a fait venir les Soleil Tunis, on a fait venir Al Ahly ici. Je pense que ces garçons ont eu, pendant toutes ces rencontres-là, vraiment ce gain mental-là pour pouvoir faire face à n'importe quel adversaire sur le plan africain. Devant le public ivoirien, le COE battait le 23 août dernier au 7 Champrou de Makori le Nkana Red Devils de la Zambie sur le score de 3-0. Les joueurs de Rigo Gervais veulent rééditer l'exploit ce dimanche. Quelque chose qui va se passer, c'est de tout faire pour sortir au moins avec 2 buts d'écart. Au moins fait qu'on a notre ticket en poche et puis aller se qualifier chez nous là-bas. Quelles que soient les circonstances, tout ce qui va se passer, c'est de remporter ce match et arriver en finale. Mettre au pas, c'est l'OPA de Doulizi, c'est la mission des Potueurs qui ne se sont jamais inclinés en Coupe africaine sur la pelouse du stade Champrou. Le COE tient à préserver cette réputation, mieux obtenir une place en finale. Et c'était un récit de Chris Paterne. Le verdict sera connu demain 20 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. La CAF, la Confédération africaine de football, va désigner les 2 pays organisateurs de la CAN 2019 et 2021. 5 pays, dont la Côte d'Ivoire, notre pays, le Cameroun et l'Algérie sont en lice. Et ce 19 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, ces pays sont auditionnés par la CAF en Éthiopie. Nous en saurons davantage donc demain et on espère que la Côte d'Ivoire sera désignée. Merci à vous tous de votre aimable attention.
attention.